Super, parfait. Parfait, très bien. Donc, pour ma dernière communication de la journée, on va accueillir Camille Debras de l'Université Paris-Nanterre. Donc, elle fait partie de la team Nanterre qu'on a ici. Surreprésenté. Oui, c'est moi. Qui va faire une présentation que je pense va bien clore la journée, parce qu'elle va aborder plusieurs choses qu'on a vues dans les autres présentations aussi. Camille, c'est à toi. Super, merci beaucoup Adam pour l'invitation et aussi pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de cette journée d'échange avec cette présentation. Donc, je vais présenter ici une recherche originale, mais plutôt un ensemble un peu à la fois de réflexion, d'un projet passé à avorter, qui n'a jamais existé, mais qui peut-être revivra. Et aussi, voilà, des réflexions un peu générales qui, en fait, vous allez voir, reflètent beaucoup de choses qui ont déjà été dites, et j'espère que ça va faire très modestement, pas du tout pénaliser ici, mais un peu proposer déjà quelques éléments de synthèse de certains éléments en tout cas, qu'on a pu mentionner ensemble aujourd'hui. Sachant que je ne suis pas à la base spécialiste ma recherche est principalement en linguistique des interactions face à face, en particulier en études gestuelles, et donc je m'intéresse énormément à la multimodalité. Et ce que je fais ici, du coup, c'est aussi pour moi une ouverture vers des nouveaux sujets, en particulier vers la multimodalité aussi, la lutte sur les réseaux sociaux, et aussi des aspects plus appliqués de l'analyse de la langue. Donc ça est nouveau pour moi, donc pardonnez-moi si vous avez fait un peu novice ou un peu naïf de ma part ici. Voilà. J'avais, pour commencer aussi à faire une petite cadrage un peu d'enjeux, je m'étais intéressée à lire un peu de littérature et on retrouve aussi des auteurs en fait qu'on a déjà mentionnés avec Michael Lair, Gary Duchesne. Finalement, qu'est-ce que la nouvelle économie mondialisée fait à la langue au travail? Et voilà, donc ce que Lair explique dans un sujet pour retracer quelques éléments, c'est que la langue, le langage et les langues, enfin language, on ne sait jamais trop comment employer une mais prennent un rôle central au travail comme processus et comme résultat. Et donc, elle a travaillé en particulier sur les call centers, sur les pratiques langagières. Mais comme elle l'explique, c'est aussi important dans de très nombreux domaines, comme aussi également les ONG, le tourisme, les médias, les aéroports. Donc, voilà, il y a cette et même, on l'a déjà dit, nous l'a évoqué, comme marchandise, comme commodity. Aussi, c'est-à-dire qu'il y a un grand développement aussi des industries langagières, par exemple. Il y a plein de manières de parler de cette commodification du langage, mais on a plein d'industries langagières qui se développent autour de l'enseignement en matière de langue, leur évaluation, leur certification, la solution d'interprétation, notamment, il y a parmi des champs possibles. Et donc, elle a parlé de passer de workforce à wordforce, ça faisait un petit jeu de mots là-dessus, sur un élément essentiel. Et donc, les pratiques, finalement, au travail, dans les lieux, les secteurs, les pratiques tayloristes existaient, elles sont toujours présentes, elles s'étendent aux langues au travail, et elles demandent des exigences de flexibilité, agilité, à travers de très nombreux domaines. Il y a aussi un élément qui me semblait particulièrement intéressant, de tension entre d'un côté standardisation des attentes sur la langue. Donc on a ces voix, par exemple de call center ou d'interlocuteur, quand on a encore quelqu'un au téléphone, en vérité, des voix qui sont souvent déterritorialisées, à distance, désincarnées, mais d'un autre côté, aussi une attente de variabilité de la langue, qui doit s'adapter aux attentes des clients, à la diversité des marchés, aux niches d'emploi. Donc, d'un côté, on a cette langue qui doit être un peu standardisée, qu'on va pouvoir mesurer, évaluer, tester, et qui doit être interchangeable dans la pratique langagière. Mais d'un autre côté, la langue doit aussi, en même temps, être une pratique située, un talent individuel, un bien culturel situé et authentique, qui peut parfois être garant de l'authenticité, une forme de moyen d'authentification des marchandises proposées à la vente. Voilà, on parle, je ne sais pas, on vend
whisky, avec un accent écossais, ça a créé un effet d'authenticité. C'est vraiment cette garantie aussi qui est directement liée avec le discours sur le produit qui garantit son authenticité. Donc, le travailleur se place un peu dans cette position de dilemme entre une sorte de flexibilité, d'adaptation, et d'un côté une exigence d'uniformité dans certains, selon les contextes. Donc, quand est-ce qu'on doit être l'un j'étais aussi intéressée par d'autres lectures autour de travaux de Sylvia Roberts et ses collègues. Donc là, il s'agit plutôt d'un travail sur l'expérience des travailleurs migrants. Donc elle avait étudié en particulier des entretiens d'embauche pour des métiers à faible niveau de qualification. Et elle montre que, donc pour encore une fois, en fait, montrer l'idée principale que je voulais souligner ici, c'était tout simplement l'importance, encore une fois, des pratiques langagières. Et donc, elle disait qu'en fait, quand on n'a pas les codes langagiers, alors qu'on a peut-être la compétence professionnelle, il peut y avoir un frein, parce qu'au moment de l'entretien professionnel, donc elle parle de négocier penalty, en fait, de cette pénalité linguistique, finalement, je ne parle pas comme il est attendu de la fonction à laquelle je candidate, et donc du coup, je ne suis pas recrutée parce que je n'ai pas la manière de parler qui je crois que c'est implicite là. Et donc elle parle de un autre concept que je trouve intéressant, c'est cette question de la double socialisation. Il y a à la fois une socialisation, langagière, c'est-à-dire qu'il faut entrer dans tout un univers, pseudo-socialisation, entrer tout dans cette hybridité, une hybridité discursive spécifique d'un contexte de travail donné, mais aussi la socialisation à des pratiques langagières et culturelles spécifiques qui réalisent ces discours-là au travail. Donc, ça me paraissait particulièrement intéressant et bien sûr, on en a déjà parlé, il y a aussi la question de moi je suis angliciste, donc je suis aussi assez surprise un peu de l'anglais, la place de l'anglais. Il y a un grand nombre d'études qui prennent par plein d'angles possibles la place dans l'anglais, avec une place aussi particulière, assez spécifique, c'est finalement en France, qui est un peu différente par rapport à d'autres pays. En vérité, je pense qu'on va avoir là-dessus. Alors, donc, je l'ai dit à certains d'entre vous, pas facilement tout le monde, moi, il m'arrive un truc un peu étonnant, c'est que je vais faire un grand changement professionnel à partir du mois prochain. Je vais devenir inspectrice générale d'anglais au ministère. Voilà. Donc, du coup, je vais aussi beaucoup travailler en détachement de mon poste pendant quelques années. On va bien voir ce qui se passe. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous compter sur vous pour m'aider et pour me nourrir de toutes vos analyses. Et j'espère pouvoir apporter peut-être des choses nouvelles aussi, augmenter les liens de la recherche et des politiques des langues vivantes éducatives sur les langues vivantes particulières en France. Voilà, donc je sais, c'est un peu ambitieux, c'est un peu naïf peut-être de ma part, mais pourquoi pas, hein, voilà, allons-y. Donc, ayant beaucoup lu très récemment sur la question des politiques éducatives en langue vivante en France, c'est dingue. Je voulais aussi faire un petit point là-dessus sur comment finalement les politiques d'enseignement des langues, donc je suis pas à un niveau précis de ce qui a présenté ces jours-ci sur notamment les formations professionnelles, j'ai pris énormément de notes et je te solliciterai sûrement aussi pour les conseils. Mais je voulais un petit peu retracer les grandes lignes, en fait, un petit peu de ce qui oriente les politiques d'enseignement des langues vivantes, mais au moins ce que j'en comprends et ce que j'en retiens. Il y a vraiment cette idée, on a parlé de la deuxième langue et un peu de l'anglais, et quand même, c'est un temps d'ancrage, au moins dans les discours, se tirant sur le multilinguisme, avec cet anglais qu'on appelle communicationnel. Le communicationnel, on le définit en disant qu'il est ni seulement académique, ni seulement professionnel. C'est comme ça qu'il est étiqueté. Et donc cet anglais est un peu le chef de file de ce multilinguisme. L'idée, c'est de dire, on va essayer de mettre le paquet sur les langues, c'est aussi mettre le paquet sur l'anglais, et les autres langues vont pouvoir suivre. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je mesure ça marche et c'est vrai, tout ça, mais ça très bien ce que je disais juste avant. Finalement, on a cette perspective européenne, multilingue, à la fin, on entend tous l'anglais comme une autre langage,
demain, c'est la grande communication. C'est une vraie question aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette perspective multilingualité. Donc, il y a comme cette idée, c'est une idéologie langagière européenne très forte sur le multilinguisme. On voit par exemple des recommandations du Conseil de l'Europe, celle de 2018, par exemple, relative à une approche globale de l'apprentissage des langues, vraiment avec la perspective multilingue, parce qu'il y a cette idée que le multilinguisme, c'est l'ouverture à l'autre, c'est construire des langues, contribuer à la, je l'ai noté, c'est une formulation qui est sur les statistiques, contribuer à la cohésion de société démocratique et claire. C'est vraiment aussi de sociétés démocratiques européennes. Et d'ailleurs, quand on pense au tous, peut-être, je ne sais pas, le cadre européen commun de référence pour les langues, c'est à la base un outil qui permet de décrire en fait la citoyenneté européenne avant d'être un outil pédagogique. C'est intéressant, c'est plus pas en fait. C'est un outil plutôt politique au départ, et qui est devenu un outil ensuite utilisé à des fins d'enseignement apprentissage. Et donc ce cadre qui existe depuis 2001, il a été revu, vous le savez peut-être pour les personnes qui revu, augmenté d'un volume complémentaire en 2018. Et je vous parle de ça en particulier parce que j'étais intéressée par cette notion de médiation, qui est si bien compétence qui arrive dans ce volume complémentaire. Et donc la médiation, qu'est-ce que c'est? En fait, de ce que j'en comprends, c'est vraiment adapté au monde aujourd'hui, ce monde contemporain globalisé, fait de beaucoup de mouvements, de circulation, où les gens bougent, changent de pays, et donc ont leur cheminement à eux, font peut-être travailler dans des pays différents, au contact de cultures différentes, de personnes différentes. Et donc on doit former nos élèves à se préparer en fait à ça. Donc la médiation, c'est quoi? C'est expliciter un discours levé et entendu à quelqu'un qui ne peut pas le comprendre. Ça englobe plein de choses possibles, comme la paraphrase, la traduction, savoir interagir en contexte interculturel, faire l'interprète, dissiper les malentendus, expliciter des choses. C'est presque une notion un peu nébuleuse, comme ça, qui regroupe pas de choses, mais en vérité, on voit aussi ce que ça peut convertir en contexte professionnel, et c'est de faciliter les interactions dans un environnement multilingue. Donc voilà. Et il y a vraiment cette idée que parler plusieurs langues, voilà, je revois dans des webinaires que j'ai pu voir d'inspecteurs généraux, futurs collègues, qui expliquent, voilà, c'est une richesse sur le CV pour marcher de l'emploi, dans un monde contemporain, globalisé, par l'orienté, les critères linguistiques, la différence c'est mondiale. On essaie vraiment de dire, on va essayer de préparer les futures générations au monde professionnel, un peu professionnel et multiple. Et donc, en ce moment, ce qui structure l'action pour les langues vivantes dans le secondaire, c'est un plan d'action nationale pour les langues vivantes qui est un peu au moins dans les programmes, on peut l'idée de vraiment mettre le paquet sur les langues vivantes, en particulier au primaire aussi, et dans le secondaire. Et plus largement, on a l'échelle européenne, l'échelle nationale, je passe très vite, mais il y a aussi les tests PISA, vous connaissez peut-être ça aussi, de l'OCDE. Donc, c'est pas le test pour la France. Comment? Malheureusement pour la France, voilà, exactement. Et donc, qui inclut une épreuve de langue, en fait, en 2025. Et prochain, il y a une épreuve de langue. Et donc, on a un petit peu, il y a eu un test national qui a été créé déjà en France pour des langues, qui a été mitigé. Moi, je commence à avoir en troisième, et donc du coup, vous s'entraîner à ces tests de 2025, où il y aura aussi l'anglais ou l'espagnol comme nous. Et bien, on voit aussi qu'il y a ces questions-là aussi, ces enjeux-là donc voilà, pour brosser un petit peu d'abord les tableaux général. Et je voulais vous parler ensuite, c'est un peu le deuxième volet de ma présentation. Quand j'avais commencé à vouloir prendre j'ai commencé à penser à un projet il y a quelques années qui n'a pas du tout existé. Vous savez, on en a tous des conneries comme ça. On y pense qu'il n'existe pas. Et puis du coup, Adam, voilà, ce projet-là, ça m'a ravivé un peu cet intérêt-là. Mais en 2019,
j'avais envie de faire de la linguistique appliquée. Et donc, du coup, je m'étais rapprochée dans notre université à Nanterre de la fondation. Qui est la fondation donc, qui essaie de faire des liens avec l'entreprise, notamment avec le quartier de la Défense, qui est très immense, c'est un quartier, c'est un peu notre Central Business District à nous, quoi. Et donc, avec tous les usagers et des entreprises de la défense, il y a une chaire qui s'était construite qui s'appelle la défense en perspective, chaire interdisciplinaire d'études entre d'un côté le quartier de la défense et de l'autre l'université, avec une demande en tête, pour résumer la demande des acteurs de la défense, qui est en fait l'idée qu'il y a une grande désaffection pour un quartier monofonctionnel comme la défense. En gros, plus personne ne peut faire du pendulaire dans le RER A pour aller à la défense travailler. Des grandes GAFA, les antennes GAFA de Paris, elles sont dans Paris, dans des très très beaux métros. La Défense, c'est un quartier qui continue de construire, de faire pousser ces immeubles, mais qui souffre d'une grande désaffection. Et donc, du coup, c'est ça aussi une forme de demande de la part de voir si les universitaires ont peut-être des petites idées, peut-être à leur donner, même si, bien sûr, ils sont quand même assez réticents de. Voilà, c'était un peu de demander un peu des avis qui sont un peu peut-être circonspect par rapport à ce que les universités peuvent avoir à dire. Donc, c'est une chaire qui regroupe des psychologues du travail, des sociologues du travail, des urbanistes, etc. Et quelques linguistes qui ont dit la porte ouverte, comme moi, qui ont dit « Ah, mais attendez, mais c'est passionnant, j'arrive ». Et donc, je m'étais dit, je vais faire un petit projet. J'ai proposé un projet, on pouvait proposer un type de projet. Et après, ils étaient soumis par la coordinatrice aux entreprises, donc on ne parlait jamais en direct, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Et après, on avait un retour, on se disait si ça les a intéressés ou pas. Mon projet n'avait intéressé personne. Donc, je me suis retrouvée une bec dans l'eau, mais j'avais l'idée de dire, on parlait de l'anglais dans le monde de l'entreprise en français. Donc, avec le Design Work, English and French Corporate Workplace. Et donc, du coup, j'avais un peu le résumé. Donc, je me demande pourquoi mon projet n'a pas été retenu. Je pense très sincèrement qu'en réalité, j'étais naïve et qu'ils étaient un peu trop critiques sur le projet, que ça ne les intéressait pas, parce que ça ne leur apportait pas grand-chose immédiatement. Je pense que, voilà, je peux croire, je ne sais pas. C'est pas grave. Donc, je voulais quand même vous présenter très rapidement un peu les questions que j'avais formulées. Et je me disais que ça pouvait à la fois s'élargir à la langue au travail en général, peut-être pas des questions que sur l'anglais. Et voilà, donc pour revenir un peu à la question, j'allais un peu plus vite. J'avais un peu l'idée de finalement d'écrire des pratiques langagières au travail, dans un environnement d'entreprise en France, donc avec tout un tas de questions entre les attentes, des entreprises et les attentes des jeunes aussi, des jeunes employés qui commencent à la poste. Comment on fait pour gérer les difficultés, comment on se sent vis-à-vis de l'anglais, de la langue, et est-ce que ça crée des formes d'insécurité? On peut étudier des problématiques qui sont faites assez, je pense que c'est un peu bateau, un peu banal, mais je pense que c'est assez essentiel pour la vie des gens au travail, en vérité. Voilà. Et je trouvais qu'il y avait aussi des dimensions, tout un axe 2 plutôt sur les études plus critiques, ou sur la question de un peu finalement tout ce que. Plein de choses que déjà, par exemple, Vanessa a pas mal documenté, déjà on peut regarder dans les startups avec cette startup. Mais quelles sont les formes de la langue, quelles sont les valeurs associées à cette place de l'anglais, des mots anglais, et comment ça reflète, ça structure ou ça construit les relations de pouvoir au travail, dans un environnement hiérarchique, cette maîtrise de la langue, et notamment de l'anglais, des mots anglais, et je pense que bien sûr, en vérité, ça va dépendre très concrètement d'un contexte. Enfin, ça va être seulement on a pratiquement un corpus avec des pratiques très situées qu'on va pouvoir caractériser les choses de manière assez fine. Voilà. Donc, il me semblait que c'était un enjeu, mais plutôt là, des linguistes avec bien sûr des sensibilités différentes, mais que c'était des enjeux qui se traitaient bien, en tout cas dans cette chaire, à des approches multiples aussi, critiquement, avec des grands enjeux, quelques-uns ici. Et je m'étais posé la question de savoir quelles données on pouvait collecter dans ce classement, parce que je ne sais pas encore si c'est comme ça, c'est tout. Et il verrait que c'est un peu marrant parce que finalement, je remis ce que j'avais dit il y a quelques années,
Mais j'avais une petite colonne sur est-ce que c'était l'écrit ou l'oral. On a aussi pas mal discuté de ça aujourd'hui, c'est finalement cette distinction qui est peut-être pas pertinente qu'on peut mettre de côté, et plutôt il y a la fluidité en fait dans ces différentes pratiques et qu'on va et que c'est peut-être pas forcément la question qui compte, mais en tout cas il y a l'interaction à l'écrit, on a parlé de ça. Moi je m'étais dit, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre, de collecter des données variées en fait, un peu dans une approche plus ethnographique, ce qui est actuellement sur une approche de l'ethnographie linguistique. Donc, on pourrait, on a les plateformes, peut-être des documents internes et peut-être aussi des enregistrements de réunions ou d'interactions en ligne et peut-être des questionnaires, aussi des interviews aussi, plus méta, un peu plus pour voir aussi comment les gens parlent de ces représentations, comment eux-mêmes vivent en fait, un peu plus à la discuter sur leur propre pratique d'engager au travail. Et donc, ce qui me paraissait particulièrement important, c'est des choses qui ont été mentionnées aujourd'hui, qui me semblait particulièrement adaptée, c'est une approche ethnographique avec une variété de données, de nature variée, située. Donc, je vais reprendre une référence de un site de question. Il y en a des tas, mais je crois que c'est quelque chose qui résonne avec des choses qui ont été dites aujourd'hui. Et donc, ma sensibilité particulière à l'analyse des interactions me ferait, et voilà, c'est un peu comme ça, me ferait défendre l'idée pour un projet sur les transformations socio-linguistiques du travail pour les étudier, et même si c'est contraignant, difficile, et ça prend du temps, d'essayer de collecter au maximum des informations. Et donc, voilà, je vais rapidement donner quelques arguments aussi, et des pistes qui me semblaient intéressantes pour vraiment zoomer ou prendre en compte cette dimension interactionnelle qui me semble absolument essentielle dans une approche. La question de la diversité des supports, la question des enjeux interpersonnels et dynamiques de pouvoir au travail qui s'incarnent dans l'interaction. Dans les travaux, notamment, je pense que c'est aussi l'équipe de l'élément il y a des études aussi intéressantes sur l'impact de la configuration des espaces de travail, des portes ouvertes, des espaces partagés, etc. Comment ça aussi, ça influe en fait sur la nature même des interactions qui sont possibles. Comment est-ce qu'on dérange quelqu'un? Comment est-ce qu'on initie en fait l'interaction par rapport à la configuration même des lieux où on travaille? Donc, encore une fois, il faut faire attention que c'est très situé des interactions. Le rôle central, il y a aussi des programmes d'éducation, des réunions de travail dans la création, la négociation, la dissémination de la culture d'entreprise. Je pense que les réunions, moi, je trouve ça facile de créer des enchaînements de réunions de travail. Et il y a aussi des études très intéressantes, déjà existantes, sur le fait de prendre le dessus, ou les stratégies argumentatives avec une dimension un peu controversée, argumentative des échanges au cours des réunions de travail, notamment par exemple dans le contexte multilingue, le rôle central du code switching, etc., dans ces contextes plus argumentatifs. Et bien sûr aussi, ça c'est aussi mon petit dada, que l'on compris, le rôle central des éléments de communication non verbale, comme notamment la gestualité, dans ces contextes-là. Parce que parfois, ça peut avoir des rôles assez précis, notamment en situation de tension, de désaccord, et on va peut-être plus ou moins expliciter les choses, mais interpréter des faits sur des expressions, des gestes, des silences aussi, notamment. Donc, voilà pour une dernière petite scène de synthèse qui nous dit que je pense synthétiser tout ce que j'ai dit dans cette présentation. Il me semble que pour. Voilà, ça me fait penser à la recette de Vanessa avec le Paris et mais je peux utiliser la Paris. En tout cas, moi, je retiendrai comme ingrédient le recueil de données diversité située, et puis inclus des données d'interactions enregistrées en vidéo, face à face ou à distance, c'est vraiment fascinant.
Et en termes d'approche analytique, vraiment cette approche géographique qui s'explique directement à l'ensemble de cette année. La question de l'interdisciplinarité des cadres multiples qui se nourrissent un peu les uns les autres. Et cette notion de dialogue entre approches critiques et non critiques aussi qui a parcouru tout aussi nos présentations. Et voilà pour moi, et petite référence qui vient après. Voilà. Merci. Merci beaucoup Camille. Donc, comme pour les autres présentations, j'ouvre à la salle, que ce soit à distance ou ici en présentiel. Voilà. Merci Camille. Évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Dommage que le projet n'ait pas été accepté. Est-ce que tu sais quels projets ont été acceptés? Et puis, est-ce que qui fait partie, enfin, c'était quel type d'entreprise? Est-ce que c'était des grands groupes? Est-ce que, bon, j'imagine comme c'est la défense, c'était des grands groupes, et donc c'était plutôt des postes de management, c'était pas du tout le même métier, par exemple, électricien, etc. Et puis, l'autre question que j'avais qui me sort de la tête parce qu'il est 5 heures, mais je vais le retrouver là. Non, mais ça va. C'est parti, j'aurais dû le noter. En fait, c'est une proposition. Ah oui, est-ce que du coup, tu crois que c'est parce que ça mettrait, ça révélerait un peu le poteau rose ou qu'ils n'aient pas de politique linguistique. On sait toujours qu'en France, enfin, tout ce qui est l'anglais, on dit que les Français sont les mauvais élèves, et si ce sont des grands groupes un peu traditionnels, enfin, il y a Total à la Défense, il y a les Suez, et avec beaucoup de... Enfin, ça se renouvelle les générations, mais encore les générations où on ne parlait pas vraiment anglais. Et donc, il y a ça. Et puis, comme tu vas avoir une position de pouvoir pour changer les choses, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas, et oui, c'est vrai aussi, et ça rejoint ta présentation, dans la formation de nos enseignants d'anglais, est-ce qu'on ne pourrait pas introduire enfin, un peu d'anglais professionnel, comment enseigner l'anglais professionnel, parce que je reviens à mes filles, mais l'anglais au lycée, c'est toujours l'environnement, Black Lives Matter, etc. Et donc, à force de faire ça 1000 fois, donc, est-ce qu'on pourrait, puisqu'il faut vraiment prendre les enseignants qui arrivent dans ces lycées professionnels, ils ne sont pas du tout préparés pour ça non plus. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai retrouvé mon fil. Le contexte des clients, finalement, des clients de cette chaire à la Défense. Et puis, comment on pourrait peut-être essayer de bouger les choses pour introduire l'anglais professionnel dans les concours. On compte sur toi. Moi, je vais compter sur vous aussi. Et à vrai dire, du coup, je compte peut-être après quelques questions, mais j'aimerais bien arriver le plus possible, encourager, enfin, nourrir et infléchir, c'est nourrir les réflexions avec la recherche et tout ce qui existe et favoriser le plus possible l'input mais voilà, de toutes ces questions. Et donc, écrivez-moi et moi je vous écrirai en vérité parce que pour moi, je pense que c'est un vrai plus que je peux apporter en venant de l'université et en tant que. Enfin, je pense aussi aux maisons sur lesquelles ils ont choisi ma candidature. Voilà, donc j'espère que pouvoir peser dans ce sens et déjà bien comprendre en fait bien, tous les enjeux, comprendre les marges d'action qui sont, j'imagine en fait toujours moins grandes que ce qu'on espère en vérité. Mais ça veut dire qu'elles sont nulles. Donc voilà, et je pense que tu as aussi raison qu'il y a des choses à faire bouger. On sait que les institutions, elles ont leur temporalité lente aussi, et donc il faut y aller souvent par petites touches et de manière progressive. Mais maintenant, il y a une vraie volonté de changer les choses et de valoriser les langues.
vraiment, je trouve que dans les projets, j'ai pu voir les projets et le côté, c'est pas que les langues, c'est aussi l'expérience interculturelle, internationale, ouvrir des horizons, dans les lycées, etc., partir faire des lycées professionnels dans un milieu rural, partir faire un stage à l'étranger, ça ouvre le monde d'un. Voilà, ça peut ouvrir en tout cas le monde de certains jeunes et leur donner des opportunités super, quoi. Donc, voilà, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça, en fait, de l'internationalisation, des partenariats entre établissements, etc. Je pense qu'il y a plein de niveaux possibles. De moi, un peu, ta question spécifique dans un petit plus général, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire dans plein de directions. Et il y a une volonté aussi, une impulsion politique dans ce sens. Tu vois, donc je pense qu'il faut surfer là-dessus et essayer de voir continuer à alimenter en fait tout ça, parce que c'est une volonté en ce moment. Voilà, donc je vais voir complètement comment je peux aider à tout ça. Voilà. Pour le deuxième point, pour la recherche sur la défense et les entreprises de la défense, je pense que à mon avis, il y avait soit les collègues qui travaillaient déjà avec les entreprises avant que la chaîne existe, qui savaient déjà très bien être interlocuteur, bien articuler et comprendre en fait les attentes d'une entreprise et ce que la recherche peut apporter et comment ça peut marcher. Ils savent déjà faire des testifs, ils savent déjà les psychologues du travail, qui pilotaient les dispositifs. Et en vérité, il y a toute cette question de chercheur. Est-ce qu'on est là comme chercheur ou comme expert? En gros, il y a aussi l'idée d'avoir eux, ce qu'ils veulent un peu, des fois, c'est des expertises qui les intéressent eux. Enfin, donc, il faut trouver comment articuler sa recherche. Qu'est-ce qui marche en projet? C'est les psychologues du travail qui font des enquêtes sur la qualité de l'air dans les bureaux, justement, où les fenêtres anti-suicide, elles sont verrouillées pour pas que les autres. Tu as des systèmes de ventilation et on a perçu la qualité de l'air au travail. Là, ça marche. Parce que ça les aide directement. Eux, après, ils peuvent dire, ah, mais nous, on avait les chercheurs qui nous disent, parfois, on a un feedback au moins sur la perception du bien-être au travail. Tu vois. Donc, ça c'est des études qui étaient retenues. D'accord. Donc, je pense qu'il y a aussi une vraie question d'acculturation à travailler avec des acteurs différents, qui ne sont pas des acteurs. Moi, j'avais pas, je pense, un peu naïve et expérimentée par rapport à cette articulation-là, en tout cas, dans ce texte-là. Ce qui va avec la question, plus généralement, de l'ouverture du terrain, et on en discutait déjà avec l'une sur l'autre, mais que le fait d'avoir des étudiants, des étudiants de l'UEA, qui eux-mêmes déjà travaillent d'avoir ces biens-là, c'est extrêmement précieux pour ouvrir les terrains aussi. Ça va être pris, en fait, pour pouvoir étudier. Juste pour rebondir là-dessus, donc effectivement, c'est le cas de l'article qui vient de sortir qu'on a écrit avec Séverine, où il y a certaines anciennes étudiantes de LOA que j'ai connues personnellement, mais ça a aussi marché pour l'ouverture d'un terrain tout à fait autre, donc dans une recherche sur le tourisme que j'avais faite, où je ne connaissais pas du tout les personnes à qui j'écrivais, en fait, qui étaient à me répondre tout de suite en disant oui, aucun problème, je vous donne accès à mon offre de tourisme, venez faire ce que vous voulez, parce que moi j'ai fait LOA il y a 30 ans. Si je peux aider, voilà. Et en fait, j'avais même pas mentionné LOA dans l'amorce par mail, c'était juste dans ma signature qu'elle a vue et ça a ouvert la porte qu'il fallait. Donc effectivement, parfois, ça peut être très utile. D'autres questions, réactions? Juste une petite réaction sur le multilinguisme des étudiants, parce que pour avoir enseigné en France, au collège et au lycée, notamment à Big Spectrum, lycée international, Saint-Germain-en-Laye, et puis collège très différent ailleurs. Il ne faut pas que l'on oublie également que l'anglais comme atout pour la mobilité, ça vient aussi avec des idéologies pour les étudiants. Et je pense qu'il y a des étudiants, les élèves, qui sont déjà bilingues, trilingues, mais on ne valorise pas leur langue. Et
voilà, et ils n'arrivent pas à apprendre une quatrième langue, mais ce n'est pas... Enfin bref, anyway, c'est juste... je vois qu'il y a cette... c'est pas comme France, au Royaume-Uni aussi. Oui, ils ne sont pas placés à la même enseigne. Je pense que ce que... je pense que ce que vous dites est extrêmement important. Et c'est marrant, ça me rappelle... j'ai une collègue de géographe alimentaire qui travaille en géographie de la santé. Il y a beaucoup dans cette formation d'étudiants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Et sur leur CV, ils mettent, donc ils parlent un tas de langues, voilà, par leur biographie, qui n'indiquent même pas sur leur CV. Ça ne s'arrête pas. Alors qu'il y a ne serait-ce que de véritables compétences transversales à l'adaptabilité, à switcher, etc., qui sont en lien avec cela, même s'il n'est pas immédiatement applicable dans un métier, quoique il est probablement souvent plus que ce qu'on croit. Et je crois que c'est en lien direct avec ce que vous dites et ce qu'on retrouve beaucoup dans les études sur les idéologies langagières et le marché linguistique, hein, pour reprendre cette approche du bourdieusienne, sur le fait que les langues ne sont pas toujours la même valeur, et les multilinguismes ne sont pas valorisés de la même manière. Voilà, enfin, je pense à un petit copain de classe, aussi un petit copain de fils qui est moldave, qui parle de humains à la maison. Qui va valoriser ce bilinguisme-là? Il est bilingue, français-roumain, ce petit, mais qui va valoriser, enfin, où va être valorisé ce bilinguisme-là? Je ne sais pas qui pourra l'être, mais par défaut, l'institution, en tout cas en l'école, par défaut, je ne sais pas si elle sait valoriser très bien ce bilinguisme-là, je pense que oui, ça retombe dans un personal narrative aussi. Enfin, si l'enfant peut avoir peut-être plus de place à l'école pour raconter son parcours linguistique, sa biographie linguistique. En fait, c'est très à la mode dans ce monde, les biographies linguistiques. Mais je pense qu'appliquer aux élèves, ça pourrait être assez chouette, quoi, de prendre le temps de savoir, voilà, on va tous apprendre l'anglais. Mais commençons d'abord par savoir quelle langue on parle à la maison. Et si je peux ajouter un point en tout cas, c'est quand même un élément, je ne sais pas, parce que c'est un élément qui est quand même pris en compte, qui revient dans les programmes. Moi qui ai vu des programmes, dans les programmes de langue vivante, pour le primaire et le secondaire, il y a cette idée qui revient toujours de dire on apprend plusieurs langues, première langue, deuxième langue, troisième langue, et en apprenant les langues les unes après les autres, on va s'appuyer sur sa richesse linguistique, la richesse linguistique de l'élève. Donc, en vérité, c'est qu'on compte au moins sur le papier, dans les programmes. Et donc, on dit il y a une langue qui va s'appuyer sur les langues qui suivent pour apprendre, sur les premières pour apprendre les suivantes. Mais en pratique, c'est intéressant parce qu'on parlait de formation des enseignants tout à l'heure. Souvent, ils sont formés disciplinairement pour une langue, pour enseigner une langue, et pas forcément formés à des approches comme ça qui articulent le multilinguisme, en fait. Quand tu fais un CAPES anglais, tu n'as pas de module multilinguisme, ni de module ambitionnel. Donc, je trouve ça intéressant sur les programmes, mais je pense qu'en pratique, ce n'est pas trop mis en place. Ça peut être intéressant de voir comment faire pour le. Ça serait une vaste entreprise, en fait, les couches déjà cognitives. Anyway, c'est intéressant et félicitations. J'ai un tout petit truc, mais c'est un pas de côté. J'aime bien le mot truc quand même. J'aime bien. Écoute, voilà, il y a une formation du terrain. Je suis assez étonnée. Moi, je regarde beaucoup les ouvrages de référence pour d'autres études, machin, tu me connais. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que le Australian Oxford Dictionary, c'est un dictionnaire d'anglais australien et tout le monde est content là-dessus. On te dit juste Australian égale, voilà. Alors que le Turkish Oxford Dictionary, c'est un dictionnaire bilingue avec l'anglais, et l'anglais n'est jamais mentionné, en fait, explicitement. Donc, tu as aussi cette espèce de machin-là qu'on voit dans la façon dont les ouvrages... c'est pas des trucs, c'est des machins, pour une fois. Dans la façon dont les ouvrages de référence taisent, entre guillemets, des compétences ou passent sous silence
des choses qui font partie de notre littératie aussi en tant qu'enseignants, là, et que gens qui sont, comment dire, certes, on essaye de faire des efforts avec l'ouverture vers d'autres types d'anglais que des choses extrêmement agreg-like ou des choses de ce style-là, mais on représente quand même une certaine intelligentsia, on représente l'establishment, évidemment, et donc, ce discours-là du tu est aussi important, je pense, également. J'ai réussi à pas trop dire de trucs. Le phénomène que tu décris avec ton collègue ami géographe, même au sein d'une formation comme LOA, ici, où on parle tout le temps du multilinguisme et du plurilinguisme et son importance partout, chaque année, dans les CV en lien avec les stages, je retrouve la même chose. Donc, des personnes où je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui parlent certaines langues, donc, mais en dehors du cadre universitaire, et il faut que j'invite ces personnes à aussi noter ces langues sur le CV. Et c'est toujours, la réponse est toujours « Ah oui, mais ça sert à quelque chose ?» Et en fait, souvent, même si ça ne devrait pas forcément toujours servir à quelque chose, souvent, oui, ça sert à quelque chose. Donc, même dans une formation où vraiment on met l'accent là-dessus, on aura le même phénomène.